Alors, je vous propose qu'on commence. Merci à tous d'être là. Je suis ravie du coup de vous accueillir pour ce webinaire. Donc, merci pour votre intérêt. C'est vraiment un honneur d'ouvrir ce sujet qui est au cœur même de l'actualité. Donc, je suis Diane, je suis la fondatrice de WAP, qui est le spécialiste de la conception et de l'animation des pédagogies d'apprentissage entre pairs. Et je suis accompagnée de David, en charge de la co-construction chez WAP. Alors, comme vous le savez tous, le gouvernement a annoncé hier le retour à la normale pour les universités de l'enseignement supérieur en février. Alors on se pose la question de qu'est-ce que signifie ce retour à la normale finalement. Est-ce que les étudiants vont vraiment revenir en cours, en amphi comme avant? Ou bien est-ce qu'ils vont avoir d'autres attentes? Ils vont vouloir apprendre autrement? Eh bien, c'est l'objet de ce webinaire, c'est d'ouvrir la réflexion à un moment aussi historique pour l'éducation. Et pour ça, j'ai choisi d'inviter trois personnes que j'admire beaucoup dans l'enseignement supérieur. Et il s'agit de Bernard Beltante, de Svenia Buisson et d'Arthur Gauthier. Et alors, Bernard Beltante a été mon directeur alors que j'étais étudiante à EM Lyon Business School. Et il a fait partie de ceux qui ont donné le go euh, au déploiement de notre solution d'apprentissage entre pairs à grande échelle, alors même qu'il y a des résistances, des risques. Et voilà, donc c'est suffisamment rare pour que j'en parle. Et il a été aussi dirigeant de nombreuses grandes écoles françaises et professeur de finance, et aussi auteur d'ouvrages et d'articles de recherche, de nombreux articles de recherche. Svenia Buisson est une innovatrice, une entrepreneuse. Elle a parcouru 19 pays dans le monde à la recherche des meilleures innovations pédagogiques et en a écrit un livre que vous pouvez trouver sur Internet. Ça a été aussi la première facilitatrice qui a testé, qui a un petit peu mis sur pied aussi et écrit sur la méthodologie d'apprentissage entre pairs que nous développons. Elle a cofondé EdTech France, qui aujourd'hui regroupe des centaines d'acteurs de la EdTech, et LearnSpace, une structure qui accompagne aujourd'hui l'enseignement supérieur par des formations. Elle vous en parlera tout à l'heure. Et Arthur Gauthier, qui est un professeur à l'ESSEC et aussi le directeur de la chaire philanthropique de l'ESSEC. Et il a créé le premier cours sur l'économie collaborative. Et j'ai été assez impressionnée par le curriculum, la modernité du curriculum et de son approche d'enseignement. Donc, on va pouvoir commencer pour leur donner la parole. Et je me permets que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et on a prévu un temps de réponse à la fin. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions dans le chat. Donc, première question pour vous. En quelques mots, Bernard, Arthur, Svenia, quel est votre ressenti vis-à-vis de la situation actuelle de l'enseignement supérieur? Je vais le premier alors. Je me lance. Oui. Ok, merci, merci Diane. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous pour cette réunion. Le ressenti, je dirais que c'est d'abord une grande hétérogénéité des situations. On était assez marqué quand on a discuté de ça avec les différents collègues à l'ESSEC, mais j'ai aussi des amis qui sont enseignants à l'université, dans d'autres établissements, qui avaient vraiment des situations très variées. Certaines écoles ont eu la chance d'avoir par exemple des services supports, des moyens qui leur ont permis en fait de s'adapter en une semaine ou 2 semaines au mois de mars pour passer vraiment à un mode 100% online avec le moins de frottement possible, même si c'était difficile, même s'il y avait évidemment une charge mentale importante pour les professeurs. Mais dans d'autres établissements, je pense notamment aux grandes universités, eh bien, les professeurs étaient beaucoup moins bien outillés. Ils étaient un peu aussi livrés à eux-mêmes pour donner leur classe en ligne. Et je pense qu'aujourd'hui, on a dans nouvelle période, plutôt en fin d'année, avec ce reconfinement qui va peut-être prendre fin, je pense qu'on est toujours sur des écarts assez forts entre les établissements dans leur réponse en fait à ce défi du basculement à l'enseignement en ligne. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est il y a aussi une grande hétérogénéité chez les étudiants. Je pense que certains, c'est assez intéressant. On a fait un sondage au sein de l'ESSEC. Je ne vais pas vous dévoiler tous les résultats, mais une minorité d'étudiants étaient très contents en fait d'avoir des cours en ligne puisqu'ils étaient finalement, ils gagnaient du temps de transport, ils n'étaient pas forcément
perturbés plus que ça par l'interaction en ligne. Mais il y avait quand même une majorité d'étudiants qui étaient assez perturbés, qui regrettaient surtout la présence en salle de classe et les interactions naturelles et informelles avec leurs camarades, avec le professeur. On y reviendra, mais un des défis, c'est effectivement l'interaction et puis l'engagement des étudiants. Mais voilà, grande hétérogénéité, moi, c'est un peu le premier mot-clé qui me vient à l'esprit. Svenja, Bernard, vous voulez rebondir? Svenja? Oui, avec plaisir. Moi, je partage absolument ce constat. Je pense que ça a été très chaotique au début parce que voilà, on ne forme pas assez les profs et moi, c'est mon grand cheval de bataille de dire que c'est par là qu'il faut commencer, qu'il faut mieux former nos enseignants, notre corps professoral et les former à toutes ces nouvelles pédagogies. Parce qu'enseigner en ligne, c'est pas juste copier-coller ce qu'on aurait pu faire dans un amphi ou dans une salle de classe et le rendre possible en ligne. C'est vraiment repenser son cours complètement, penser l'ingénierie pédagogique complètement différemment pour qu'en fait un cours puisse avoir lieu en ligne. Donc ça requiert quand même pas mal de travail et pas mal de réflexion sur voilà, de l'ingénierie, d'innovation pédagogique. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu assez de formation. Nous, avec LearnSpace, on a essayé d'accompagner nos clients historiques là-dessus. Donc, on a formé des profs à voilà, un enseignement en ligne engageant, activant pour les étudiants. Mais voilà, et moi, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'entre les deux confinements, on a eu une période de comodal. Alors, j'ai appris ce mot. Donc, le comodal, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est de faire cours à la fois en ligne et à la fois en présentiel. D'accord? Je vois que personne ne veut faire cours en comodal. Enfin, je veux dire, c'est une aberration totale, étant donné qu'on ne peut pas faire cours à la fois en ligne et en présentiel avec 50% de ses étudiants dans la salle de classe et 50% à suivre le cours à la maison. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens pédagogiquement parlant. Soit on fait du tout en ligne et on pense son cours pour un cours en ligne et on le fait bien pour que ce soit vraiment inspirant, impactant pour les étudiants, soit on fait que du présentiel, mais on ne fait pas du comodal, quoi. Je veux dire, on s'arrange autrement. Donc voilà, le comodal pour moi, c'est une bon, mais sinon, oui, je pense que là, bon, on voit que la crise s'étiole un peu et qu'on va revenir à la normale. C'est quoi la normale? C'est quoi la nouvelle normale? On en parlera, je pense, pendant cet échange-là, mais voilà, c'est un peu moi mes constats. Bernard? Oui, alors je partage bien évidemment le mot-clé qu'Arthur a donné, qui est celui de l'hétérogénéité. N'oublions pas non plus que l'hétérogénéité, on a pu la vivre par exemple au niveau international. J'ai eu l'occasion pendant cette période, à la fois pendant le premier confinement et dans le deuxième confinement, de travailler avec un certain nombre d'établissements en Afrique. Le système, par exemple, des forfaits de téléphone n'est pas exactement le même que celui qu'on a l'habitude de voir en Europe. Et un certain nombre d'étudiants se sont trouvés avec des problèmes extrêmement précis de financement de leur forfait de téléphone pour accéder au cours en ligne. Donc, il y a une très, très forte hétérogénéité, bien évidemment. Je dirais juste un point, c'est que je crois qu'on parle également uniquement pratiquement des cours et du transfert de la pédagogie, mais une école, une université, ce n'est pas simplement des cours, c'est aussi des stages, c'est aussi un développement international, c'est aussi des associations d'étudiants. Et là également, je crois que ça a été extrêmement difficile de se mettre en ordre de marche. Donc, hétérogénéité, oui. Alors, comment expliquer cette hétérogénéité? Eh bien, il y a les établissements qui ont considéré depuis plusieurs années que la pédagogie et l'industrie globale de l'enseignement allait évoluer et avait commencé à faire un certain nombre d'investissements, et notamment des investissements en formation. Svenja a parfaitement raison. Et ceux-là se sont retrouvés avec une longueur d'avance. C'est qu'ils avaient un peu appris à nager par rapport aux autres. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire par rapport à ce qu'ont dit mes collègues. Merci beaucoup. Question pour Arthur. Vous avez conçu un cours sur l'économie collaborative et vous nous avez dit que vous avez reçu vos meilleures évaluations pendant le confinement. Alors, comment vous avez fait? Alors, il y a un peu de chance aussi, je pense. Il faut être assez modeste sur ce qui s'est passé. En fait, j'ai beaucoup bricolé, lu des témoignages, consulté des ressources en ligne, échangé aussi avec des collègues. Je le disais,
je trouve qu'à l'ESSEC, en tout cas, on a senti une vraie solidarité aussi entre collègues pour partager les idées, les trucs et astuces, les choses qui marchent et qui marchent moins bien. On a été aussi bien accompagnés par nos services, puisqu'on a des gens qui travaillent pour nous, pour les profs, pour nous aider à améliorer notre pédagogie. Mais effectivement, le cours a bien marché. Alors, c'était beaucoup de travail. Je confirme ce que disait Svenja. C'est vrai que voilà, il y a un vrai travail en fait si on veut adapter un cours à la pédagogie en ligne, surtout sur un mode synchrone, comme on dit, c'est-à-dire ce qu'on fait en ce moment. On se voit en direct. Il y a aussi des cours qui peuvent se faire en mode asynchrone où en fait les étudiants lisent des choses et envoient des devoirs aux profs et interagissent peut-être par mail. Bon, on va surtout se concentrer sur le synchrone. En tout cas, moi, c'est mon expérience en tant qu'enseignant. Donc, il y a deux grands défis majeurs hein, comme beaucoup d'autres collègues, j'ai dû gérer. C'est l'engagement des étudiants. Comment faire en sorte que les étudiants soient aussi impliqués, engagés que dans une salle de classe. Et la question de l'interactivité. Comment est-ce qu'on peut maintenir une forme d'interaction entre le prof et les étudiants et aussi entre étudiants pendant ce temps de cours. On a utilisé aussi pas mal Zoom comme plateforme principale et puis aussi des outils après. On a un Learning Management System que vous connaissez sans doute tous qui s'appelle Moodle qui permet voilà, d'échanger des documents, de suivre des travaux, etc. Mais je vais me concentrer sur la partie online et par Zoom. Moi, j'ai retenu 4 points en fait de cette expérience qui était effectivement très enrichissante et aussi assez stressante à préparer, on va dire, dans l'urgence. Le premier point, c'est que je me suis beaucoup appuyé sur l'expérience et les connaissances de mes étudiants. Je pense que là, le sujet du cours s'y prête peut-être plus que pour d'autres cours. C'est vrai que c'était un cours un peu atypique, peut-être porté sur des choses qui sont en mouvement, qui sont en pleine évolution. Si j'avais fait un cours sur les principes fondamentaux de microéconomie, j'aurais peut-être moins pu m'appuyer sur les connaissances et les expériences des étudiants, quoique on pourrait y revenir. Et voilà, j'ai pas mal en fait sollicité en amont des étudiants ou même en direct pour qu'ils partagent leur expérience, par exemple de du covoiturage, des Fab Labs, s'ils avaient déjà mis les pieds dans un Fab Lab, de l'encyclopédie en ligne Wikipédia et des choses comme ça. Donc j'ai beaucoup utilisé l'expérience des étudiants. Le deuxième point, c'est que j'ai beaucoup aussi varié les modalités pédagogiques. J'ai fait finalement assez peu d'apports de contenu descendant, où en fait je parle pendant 1 heure et les étudiants prennent des notes. Ça, c'est vrai que ça marche vraiment pas du tout, je pense, sur un format online en synchrone, surtout si c'est. Enfin, ça peut marcher, je pense, sur des plages assez courtes. Donc moi, j'ai fait des plages de 15-20 minutes où je leur apportais les principaux concepts, les grandes idées ou les repères à retenir. Et ensuite, je changeais les modalités pédagogiques. C'est-à-dire que toutes les 20 minutes à peu près, on avait quelque chose de différent en termes de modalités. Alors ça pouvait être par exemple un quiz individuel sur une lecture à préparer. Ça pouvait être des présentations de groupes d'étudiants qui en fait expliquent à leurs camarades ce qu'ils ont retenu d'une autre lecture que je leur ai demandé de préparer. Ça peut être un temps de préparation en sous-groupe pour ensuite aller interviewer un invité du cours que je fais venir dans la salle Zoom à un certain moment. Et donc tout ceci m'amène à mon troisième point qui est le séquençage et le rythme. En fait, là où j'ai vraiment beaucoup travaillé, c'est pour faire un espèce de plan de mon cours, finalement assez minuté, où donc c'était un cours de 2 heures et demie quand même, hein, donc c'est pas rien. C'est sur une plage de 3 heures, hein, c'est des cours, on a des cours de 3 heures comme ça à l'ESSEC en grande partie et en fait, avec une demi-heure de pause et en fait, j'ai séquencé ça voilà, en blocs de 20 minutes, 20-30 minutes, avec justement, voilà, un vrai rôle pour bien, maintenir le temps, l'attention, des pauses de 5 minutes régulièrement toutes les heures au moins. Voilà et je dirais que le quatrième point, je vais m'arrêter là, c'est, la question de l'attention à chaque étudiant. Alors ça, c'est vrai qu'on peut le faire pour une classe de, 20, 30, voire 40 étudiants. C'est beaucoup plus difficile en mode, grande conférence avec 300 étudiants dans une salle Zoom. Ça, je ne sais pas comment les collègues, ont fait. C'est plus compliqué. Mais moi, j'ai vraiment essayé de, voir si ça allait bien, chez les étudiants, envoyer des mails à ceux qui participent pas entre les séances pour voir si tout va bien, essayer d'impliquer ceux qui justement, sont peut-être plus timides ou plus réservés. Voilà, faire attention que, tout le monde suive, tout le monde s'implique, ce qui demande du temps, mais je pense que c'était vraiment une des conditions pour que ça fonctionne bien online. Et ça, c'est quelque chose que je reproduirai,
mes prochains cours en ligne aussi. Voilà, je pourrais après développer, si vous avez des questions, sur la question des détails techniques, évidemment être très vigilant sur les connexions, sur voilà, le fait d'avoir une horloge toujours devant soi. Et puis, il faut évidemment repenser l'évaluation, et ça, on pourra en parler. On n'évalue pas les étudiants de la même façon, je pense, dans une salle de classe que online. En tout cas, on peut y réfléchir. Voilà quelques éléments de bilan, et puis ravi de répondre à vos questions pour la suite. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet sur la modernité du cours, le fait que c'est un sujet d'actualité, que les étudiants ont peut-être encore plus besoin de sens dans cette période-là, et le fait qu'il y ait eu aussi vous avez beaucoup invité des intervenants extérieurs de l'économie d'aujourd'hui. Oui, je pense que c'est aussi un peu casse-gueule hein, pour un prof de faire un sujet sur un cours sur un sujet qui peut toujours évoluer, qui peut être périmé d'ici 1 an ou 2 ans. Et donc c'est vrai que je me suis pas mal appuyé aussi sur des invités, comme Diane hein, qui est venue dans mon cours, comme d'autres personnes qui travaillent dans l'économie collaborative. Et donc j'avais effectivement quasiment un invité par semaine qui venait simplement une demi-heure ou 45 minutes avec les étudiants, mais c'était l'occasion d'un vrai échange construit en amont. Donc, ce n'était pas de l'improvisation, c'était un vrai échange et je pense que les étudiants ont beaucoup apprécié ça aussi. Merci beaucoup, Arthur. Svenja, comment est-ce que tu accompagnes les enseignants de l'enseignement supérieur, concrètement, en ce moment? Oui, comme je disais, c'est un peu, c'est vrai que c'est mon cheval de bataille en ce moment, parce que je crois énormément à ça. Je crois qu'il faut investir dans leur développement personnel, professionnel. Et c'est vrai qu'avec Landspace, on a développé pas mal de programmes d'accompagnement des enseignants en ligne. Donc, on a créé un programme 100% en ligne pour les accompagner dans l'enseignement en ligne. Et on a aussi créé un programme pour les accompagner sur tout ce qui est nouvelle pédagogie, parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui qui existent, qui sont développées, tellement d'innovations pédagogiques que finalement, c'est important de les partager et de les partager de les faire partager par des professeurs comme eux, qui enseignent comme eux et qui ont cette expérience en fait des innovations pédagogiques. Donc, c'est pas moi, Svenja, qui vais aller enseigner aux profs en école de commerce ou autre. C'est vraiment des profs de business school qu'on va chercher un peu partout et dans le monde, qu'on identifie comme étant très, 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 très novateurs et très innovants et qu'on fait venir chez nos clients pour former en fait tous ces profs. Et donc, du coup, on a notamment développé avec Kedge Business School un programme visant à former toutes leurs facultés, donc 180 profs quand même, sur 6 mois, à hauteur de 1 jour par mois, une pédagogie nouvelle par mois. On commence par un petit topo le premier jour sur justement l'apprentissage social, l'apprentissage par les pairs et surtout le rôle du cerveau dans tout ça, avec une neuroscientifique qui va venir un peu nous expliquer comment en fait les étudiants aujourd'hui pensent, comment fonctionne leur cerveau, comment ils apprennent. Tout ce qu'on sait aujourd'hui de la recherche en sciences cognitives, en neurosciences, je pense que c'est extrêmement important de l'utiliser dans la formation des profs. Donc, on va commencer par un jour d'introduction sur ce sujet. Et ensuite, les 5 jours suivants, c'est sur 5 pédagogies différentes. Donc, l'apprentissage par les pairs, la classe inversée ou renversée, l'apprentissage par projet, l'apprentissage par le jeu avec des jeux sérieux, de la gamification et l'apprentissage en blended learning, parce que je pense que ça va être, c'est un peu ma réponse à la question d'aujourd'hui. Pour moi, c'est le nouveau normal, quoi. C'est le blended learning, je pense que ça va devenir un peu un must dans toutes les écoles que de proposer du blended learning aux élèves. Et donc, du coup, comment utiliser le numérique à bon escient, de façon intelligente, pertinente, au sein d'un cours en présentiel, hein, avec des outils numériques qui visent l'interaction, mais aussi en full online, comment on fait cours 100% en ligne avec des outils interactifs, avec une pédagogie qui prône l'interactivité et voilà, et l'action plutôt que la passivité. Et du coup, voilà, donc c'est des modules qui traitent de tous ces sujets-là. Voilà, le programme dure sur 6 mois, c'est assez ambitieux et à chaque fois, on leur demande de partager entre pairs. On utilise évidemment l'outil WAP pour ça, pour en fait demander aux profs de s'apprendre des choses les uns des autres, en fait, parce qu'ils vont devoir expérimenter toutes ces pédagogies. Et donc, on leur demande à chaque fois qu'ils reviennent le mois d'après, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans vos cours? Est-ce que ça a marché? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et donc, ils échangent, ils se font un petit retour d'expérience entre pairs dans leur groupe
avec l'outil WAP. Et voilà, donc oui, c'est un programme assez ambitieux. Et ouais, on a de plus en plus d'écoles qui nous demandent de les accompagner sur ces sujets. Donc, on est vraiment ravis qu'il y ait une vraie prise de conscience par rapport à ça. J'ai une question sur les pédagogies que vous avez sélectionnées. Il y en a 6, je crois, ou 5. C'est lesquelles finalement? Alors, donc, on commence par l'apprentissage en classe inversée. Ensuite, l'apprentissage par projet. Ensuite, on fait de l'apprentissage en gamification avec des jeux sérieux. Ensuite, on passe à 2 modules sur le blended learning. Donc, on en a fait 2. Un module qui consiste à explorer un peu toutes les techniques de cours en présentiel en utilisant des outils qui favorisent l'interaction, et un dernier module qui est plus sur du 100% en ligne avec des techniques d'animation de classe en ligne, parce que c'est vraiment extrêmement spécifique. Et à chaque fois, on accompagne les profs sur, OK, on va vous aider à construire concrètement votre cours, parce que c'est pas juste vous faire rêver avec toutes ces pédagogies. Ça, c'est ce qu'on fait souvent le matin, et l'après-midi, on passe tout l'après-midi sur, on va vous accompagner à créer vos cours, à intégrer toutes ces méthodes dans vos prochains cours, parce que ça requiert énormément de travail, comme disait Arthur tout à l'heure, de préparer ses cours et de penser à tout ça et d'intégrer toutes ces méthodes. Donc, on les accompagne aussi sur ça pour que ce soit le plus hands-on possible. Désolée pour mon anglicisme. Super, merci. Merci beaucoup, Svenja. Et je vais passer la main à Bernard. Bernard, votre vision des cours de demain. Quelle sera pour vous la prochaine normalité, en prenant en compte la socialisation, l'engagement des étudiants? Une grande question. Une très grande question. En quelques minutes. Je crois d'abord que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on se rend compte qu'on ne sait pas vivre avec l'incertitude, et on ne sait pas vivre avec des phénomènes exponentiels. On a l'habitude du linéaire et de pratiquement le prévisible. Ce qui nous interroge beaucoup d'ailleurs quand on est des pédagogues en particulier dans l'enseignement supérieur, sur la capacité de former nos étudiants, nos apprenants à l'incertitude et aux phénomènes exponentiels. Ce qui m'intéresse dans ce qui va arriver, c'est est-ce qu'on va faire comme certains, quand ils voient arriver un mur avec leur voiture, ils regardent dans le rétroviseur en se disant derrière, c'était tellement mieux, et on va dans le mur? Ou est-ce qu'on va essayer de regarder de différentes manières qu'est-ce qu'il y a à la place du mur, c'est-à-dire d'immenses opportunités? Et si je participe beaucoup en ce moment, et en particulier sur des webinaires aux États-Unis, sur ce que nos collègues américains appellent le New Normal. Certains ont même fermé leurs cours pendant une année, histoire de définir de nouveaux modes pédagogiques, de nouvelles approches. Je crois qu'un des éléments clés que nous devons comprendre pour essayer de saisir ce que va être la nouvelle normalité, c'est de se rendre compte que l'éducation, c'est essentiellement une industrie de stock, et que le numérique est en train de la faire passer en industrie de flux. On avait des stocks d'étudiants, des stocks de cours, des stocks de salles, des stocks de livres, des stocks de diplômes. Et le numérique a disrupté toutes les industries qui avaient des stocks, parce que ces stocks sont en train de bloquer un certain nombre de choses. On a beaucoup parlé de continuité pédagogique. Je suis assez frappé de voir que, par exemple, les universités et les écoles qui avaient des bibliothèques numériques, elles ont continué à fonctionner très très bien, parce qu'on n'avait pas besoin de venir dans une salle. Par contre, il est absolument inintéressant d'avoir une bibliothèque numérique si je suis tout seul pour aller chercher un livre, le lire tout seul. Donc l'intérêt de la bibliothèque numérique et du passage de stock de livres à des flux liés aux livres, c'est de pouvoir créer une communauté d'apprentissage. Quels sont les gens qui sont en train de lire le même livre que moi? Quels sont les professeurs qui sont en train de lire le même livre que moi? Comment je peux créer une mini-communauté autour de la lecture de ce livre? C'est-à-dire que, très concrètement, quand on rentre dans le numérique doit ne pas être compris comme juste une technologie, mais qu'on doit trouver derrière quels sont les éléments de socialisation. Donc ça, c'est un premier point, c'est cette émergence des communautés, qui est un mot-clé de ce que je considérais être comme le new normal. Le deuxième point qui me paraît important, c'est que, vous voyez, vous me posez la question, c'est quoi les cours de demain?
J'ai envie de dire, je ne sais pas ce que c'est qu'un cours. On avait des choses extrêmement normées. J'ai entendu Arthur, nous on a des cours de 3 heures, 2 heures et demie. Il y en a d'autres qui ont des cours d'1 heure, 1 heure et demie. Je ne sais plus ce que ça veut dire. On est dans un monde qui a tellement évolué que qu'est-ce que ça veut dire qu'un cours? Et moi, je pense qu'il faut raisonner aujourd'hui sur une logique de parcours d'apprentissage. Des parcours d'apprentissage qui peuvent être différents et on n'adresse pas exactement les mêmes formes d'intelligence. Il y a plusieurs types d'intelligence. Et Svenja faisait référence aux neurosciences, bien évidemment. Je crois qu'il faut s'habituer à dire que les gens qui sont en face, les gens qui sont en train d'apprendre, ils ont plusieurs types d'intelligence et il va y avoir différents types d'outils pour travailler différents types d'intelligence. Et on est en train de passer de cours un peu monolithiques à des cours, quand je vois les méthodes dont parlait Svenja, quand je vois la manière dont Arthur utilise les connaissances de ses participants, change les rythmes, travaille sur l'attention des étudiants, on passe sur des cours qui sont complètement différents, complètement ouverts. Et ça m'amène à poser une troisième question, c'est que le new normal, je crois qu'il va faire disparaître le mot étudiant. Alors on va dire, ça y est, il va dire qu'il y a la disparition des étudiants. Non, je trouve que j'ai un peu de temps maintenant, étant plus dans des métiers très opérationnels. En termes d'étymologie, un étudiant, on trouve le terme vers 1155, c'est chercher à acquérir une connaissance. Et Montaigne disait qu'un étudiant, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre par un examen attentif ou qui se prend comme objet d'étude. Hyper individuel, hyper statique, certainement très juste dans les siècles et les années qui nous ont précédés. Mais aujourd'hui, avec les outils que l'on a, avec toute l'intelligence que l'on a dans les outils numériques qui existent, je me demande si on ne doit pas parler de participants. Et ce n'est pas juste un jeu de mots, parce que participant, c'est prendre part, c'est avoir une part active. C'est aussi en vieux français, au XIIIe siècle, c'est partager. Et vous voyez Diane qui sourit, parce qu'effectivement, ce qu'elle a inventé, et j'étais bien placé pour voir ce qu'elle a inventé, c'est effectivement passer d'une logique où on acquiert des connaissances à des logiques où on participe. Et un des grands problèmes de la continuité pédagogique pendant la période de la Covid-19, ça a été qu'on est très resté, dans beaucoup de cas, sur juste du transfert de connaissances. Arthur a montré qu'il faisait autre chose et il était sur le mot partagé. Si vous reliez finalement, raisonner en parcours d'apprentissage avec différentes manières, logique de participation, on est en train de, non pas de réinventer la poule parce que ça existe, c'est le Netflix. Il y a un Netflix de l'éducation où chacun va pouvoir travailler à son propre rythme, aller chercher ses informations. Et puis le dernier élément, puisque vous m'avez interrogé sur l'engagement des étudiants, leur socialisation, je crois qu'il est impératif aujourd'hui de dire qu'il y a différentes sources de savoir, différents types de sources d'expérience, différents lieux d'expression. Chacun va les choisir, mais on ne va pas être individuel. Je reprends mon exemple de la bibliothèque numérique tout à l'heure. On va créer son propre groupe. Et le fait de créer son propre groupe va vous rendre plus performant dans votre parcours d'apprentissage. C'est en train d'émerger, je vais reprendre une partie des travaux d'Arthur, il émerge une intelligence collaborative. C'est-à-dire que si on se met à plusieurs à travailler autour d'un livre avec une bibliothèque numérique, on crée une intelligence collaborative. Alors, à titre d'expérience avec quelques-uns, on s'est dit, tiens, c'est toujours intéressant de voir, par exemple, à la fin de leur syllabie, les professeurs mettent une bibliographie. Très intéressant. C'était à l'époque où, notamment, on n'avait pas, enfin, celle de ma jeunesse, où on n'avait pas des accès à toute l'information et on avait la bibliographie du prof. Faites le test et demandez à des étudiants de construire ou essayer de construire la bibliographie d'un cours à partir des lectures des étudiants sur le même domaine dans la bibliothèque numérique. Mais tous les gens qui l'ont fait ont constitué un écart. Ça ne veut pas dire qu'il y a un qui est bien, l'autre qui est mal. Ce sont des différences de vision. Parce que la vision du professeur traditionnel, elle a le mérite de sa solidité, sa crédibilité académique, mais on a de l'autre côté l'expérience des apprenants, et ça c'est extrêmement riche. Je vais donc terminer en disant que cette nouvelle normalité, c'est la montée en puissance des communautés d'apprentissage.
qui vont s'exprimer de différentes manières. Et l'enjeu de l'éducation dans les prochaines années, c'est de créer cette dimension communauté d'apprentissage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernard. On a 2 ou 3 réactions. Est-ce que déjà, avant de donner la main aux participants, Svenia ou Arthur, vous voulez rebondir sur votre vision de la prochaine normalité? Moi, je voulais rebondir très rapidement sur le point de Bernard, sur la bibliothèque la bibliographie partagée. En fait, c'est exactement un cas. En fait, j'ai donné un cas à préparer dans le cadre de ce cours aux étudiants sur Wikipédia versus les encyclopédies classiques, par exemple, l'Encyclopédia Universalis. Et c'était vraiment très intéressant de voir comment, c'est exactement ce que vous disiez Bernard, c'est-à-dire que on a 2 modèles différents de production des connaissances. L'encyclopédie où en fait l'éditeur fournit, demande à des experts de chaque sujet de faire une fiche sur voilà, tel ou tel thème. Alors ça a beaucoup d'avantages, la rigueur, l'expertise, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients puisque ça fige le savoir dans le temps, ça n'éclaire pas chaque sujet de point de vue différent. Puis d'un côté, vous avez le modèle Wikipédia où vous avez des milliers, des millions d'anonymes qui contribuent à faire évoluer en permanence les entrées de l'encyclopédie. Donc on avait étudié les 2 modèles avec les étudiants et c'était vraiment hyper intéressant de voir le contraste absolu entre ces 2 modèles. Et je suis assez d'accord que les 2 sont légitimes, mais je pense qu'on a pendant longtemps, moqué, critiqué Wikipédia sans voir l'incroyable potentiel de cette modalité collaborative de la connaissance. Alors, nous avons une question sur les moyens. Observez-vous des différences de moyens entre les écoles et les universités, équipements technologiques, budget formation, qui peuvent creuser les écarts d'évolution pédagogique? Question de Nathalie. Je vais prendre la question, ayant un peu plus quelques années de direction d'école et rencontré de très nombreux confrères à l'université. Si vous faites juste une différence, si vous prenez par exemple les budgets des universités, et si vous les divisez par le nombre d'étudiants, vous avez à peu près une équivalence par rapport au coût des étudiants dans une école de commerce ou une école d'ingénieur. Donc je dirais que globalement, ce n'est pas un problème de budget, c'est un problème d'allocation des budgets qui là relève de gouvernance, qui dans certains cas sont beaucoup plus mobiles, beaucoup plus agiles, et dans d'autres le sont moins. Il y a des universités qui ont fait des évolutions extraordinaires, mais c'est lié à des gouvernances qui sont parfaitement adaptées aux besoins technologiques et à la formation de leurs professeurs. Donc le sujet, pour moi, ce n'est pas un problème de budget, c'est un problème de structure de gouvernance. On a une autre question de Lorraine. Quelle place pour l'internationalisation dans ce nouveau normal? Si des participants veulent réagir aussi à cette question et ont des réponses. On a parlé avec Arthur, quand on a parlé d'intelligence collaborative, il a pris l'exemple de Wikipédia. On est ouvert au monde. Les logiques d'aujourd'hui sont ouvertes au monde. Les expériences que peut faire Arthur, par exemple, dans son cours, si ses étudiants, il peut travailler avec des étudiants qui sont… Il y a quelqu'un qui demande de répéter la question. Donc, je vais juste la répéter. Quelle place pour l'internationalisation dans ce nouveau normal? Voilà, pardon, allez-y. Moi, alors je redis ce que je disais, c'est une source de richesse et elle est extrêmement accessible parce que d'abord, on prenait l'exemple de Wikipédia tout à l'heure. Wikipédia a une dimension globale. C'est extrêmement intéressant de voir d'ailleurs comment des différences peuvent être ressenties selon les endroits du monde dans lesquels les gens vivent. Et puis, le numérique permet quand même de tomber la frontière spatiale. Combien de mes collègues ont animé des parcours d'apprentissage pendant le confinement avec des étudiants qui étaient tout autour du globe. Il faut juste gérer le décalage horaire. Oui, c'est juste une vraie question. Oui, c'est pas grave. Une question de Catherine, je pense pour Arthur. Quid de l'évaluation lors de cours en ligne?
Oui, c'est une bonne question. Je sais qu'à l'ESSEC, on a pas mal réfléchi, à ce sujet-là. Je sais qu'il y a quelque chose qui a vraiment, posé problème, en termes de, si on faisait une simple translation avec ce qui se faisait dans les salles de classe. C'est par exemple les examens, vous savez, les examens, classiques où vous êtes dans une salle de cours pendant 1 heure avec un surveillant et vous avez un questionnaire ou un essai sans document, sans accès à des données extérieures. Ça, c'est pas possible en ligne ou alors c'est extrêmement contraignant. Il y a des systèmes de flicage où vous avez des applications où certaines universités demandent à leurs étudiants de se filmer avec un téléphone portable en train de faire l'examen. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que justement, ce qui a mieux marché, c'est plutôt les travaux de groupe où les étudiants se responsabilisent pour travailler ensemble, être accompagnés par le professeur, mais pour rendre un livrable à telle date. Les présentations en ligne, ça marchait bien. Moi, j'ai fait des quiz individuels, mais plutôt timés, limités. Et évidemment, ils peuvent aller, s'ils veulent, ouvrir leur cours, ouvrir une page internet et chercher. Mais comme c'est des quiz assez, c'est pas des quiz de test de s'ils ont bien lu ou pas, c'est plutôt des quiz pour bien faire le point sur les grands concepts qu'il fallait apprendre dans la lecture du jour. Mais c'est pas un quiz piège, quoi. C'est plus un quiz de répétition des connaissances. Après, il y a la question de la participation. Moi, j'ai tendance à beaucoup utiliser la participation en salle de classe normale. C'est généralement 25 à 30 de la note. Et là, j'ai été quand même plus indulgent parce qu'il y avait des problèmes parfois de connexion de certains étudiants. Certains sont en fait encore plus, on va dire, intimidés pour intervenir quand on est derrière un écran. Donc, il a fallu un petit peu adapter ça. Et en fait, pour garder une note de participation équitable, j'ai offert la possibilité aux étudiants de participer sur un forum en fait de manière asynchrone entre les séances de cours. Par exemple, s'ils n'avaient pas eu l'occasion de s'exprimer en direct pendant le cours en synchrone, eh bien, ils pouvaient rédiger une petite réponse. Et en fait, ça permet de parler à des personnalités différentes, des extravertis, des introvertis, introvertis. Donc, je trouvais ça assez utile, le forum. Mais c'est juste des exemples. Je pense que globalement, il faut bien faire le point sur ce qui peut avoir sens online. Et il y a certaines modes d'examen, d'évaluation qui, à mon avis, n'ont plus aucun sens quand on est online et quand on a accès à ce que disait Bernard, à l'immensité de l'information sur Internet. Super, merci Arthur. J'ai une participante du coup, Kirsten, qui peut réagir sur la question de l'internationalisation. Kirsten, est-ce que vous êtes avec moi? Elle propose en fait de donner son point de vue. Super. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Voilà, quelques minutes si possible, et je vous laisse la main. Oui, je vais être court. Alors, Petrus, c'est une entreprise que j'ai fondée il y a un peu plus que 15 ans. Nous sommes vraiment spécialisés dans ce qu'on appellera experiential learning ou work-based learning, d'aider les étudiants à avoir un programme d'immersion avec peut-être des étudiants à l'international, les entreprises, les acteurs de leur société locale. Et on a dû, comme les universités, comme nos clients, à repenser totalement ce qu'on faisait pendant cette période où on ne pouvait pas réunir tout un groupe d'étudiants dans un seul endroit. Donc, nous avons continué avec des programmes internationaux avec pas mal de réussite. Intéressant à noter que les étudiants étaient très ouverte à cette opportunité de se connecter et travailler ensemble en groupe avec des étudiants dans d'autres établissements, vraiment à travers le monde. On les a donné quelques outils, évidemment, pour le faire, des formations en travail en groupe interculturel, évidemment des outils techniques aussi. Des aides en planning tout simplement pour gérer voilà, cette différence horaire. Quand vous êtes aux États-Unis, en Turquie, en Australie, vous travaillez dans un groupe, il faut passer les balles et voilà, les former un petit peu avec des outils à faire cela. Et on a eu voilà, deux choses que je pense sont intéressantes à peut-être explorer, à garder, parce qu'il y a des choses vraiment sur lesquelles on peut construire et faire mieux encore dans l'avenir. Une, c'est compliqué pour certains étudiants d'avoir une opportunité, une expérience internationale parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils sont des contraintes à la maison et ils ne peuvent peut-être pas
partir aussi facilement que certaines d'autres, aussi parce que certains étudiants qui viennent des milieux où on n'a pas l'habitude de faire l'enseignement supérieur ne s'imaginent pas avoir le profil à partir dans une expérience internationale. Et en fait, on a eu plus de candidatures et plus d'engagement dans les programmes des étudiants avec ce profil-là qu'on a d'habitude. Et je me suis dit qu'en fait, il y a vraiment quelque chose par rapport à l'access, ce qu'on appelle en anglais widening participation, à explorer et en faire plus pour donner plus d'étudiants la possibilité d'avoir une expérience interculturelle et internationale. Et on avait par exemple voilà, un étudiant en Cameroun. Voilà, je vous laisse, mais c'était l'observation. Il y a vraiment quelque chose possible et aussi très, très positif sur lequel on peut construire là-dessus. Merci beaucoup pour ce partage. Et on va prendre la dernière question pour Svenja, qui est comment faites-vous en 6 séances quand des enseignants résistent à l'innovation pédagogique qui modifie leur habitude de transmission de savoir académique, modifie leur représentation de leur métier ou statut? Voilà, comment faites-vous en 6 séances? Une très vaste question. Alors, il y a plusieurs choses. Évidemment, ce n'est pas toujours simple, mais je pense que le fait de mettre des professeurs comme eux, alors typiquement, on s'adapte dans les business schools, on va chercher des profs de business school comme eux, qui enseignent à peu près les mêmes matières, qui sont extrêmement innovants, et donc on va mettre des pairs en face d'eux. On va vraiment mettre des gens qui, comme eux, enseignent comme eux dans les business schools, qui ont les mêmes moyens qu'eux. Enfin, voilà. Et donc ça aide énormément. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire venir n'importe qui ne connaît pas en fait leur métier, qui ne connaît pas les matières qu'ils enseignent. On va vraiment les faire rencontrer des profs tout comme eux, qui enseignent les mêmes matières. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir cet alignement, quoi, et qu'ils se sentent au même niveau. Et puis ensuite, évidemment, on co-construit le programme avec eux aussi, quoi. On les intègre, on veut vraiment qu'ils puissent participer, qu'ils puissent s'exprimer. Donc, avec tous les retours d'expérience qu'on fait avec l'outil WAP à chaque début de formation. Donc, on les implique vraiment et on leur demande leur avis, quoi. Vraiment, à chaque fin de journée, en fait, ils reçoivent un questionnaire, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent nous dire ce qu'ils aimeraient avoir de plus, ce qui leur manque, voilà. Et on les accompagne vraiment, avec des office hours notamment, où ils peuvent venir nous poser des questions. Demain, je teste la classe inversée en classe, j'ai une question là-dessus, et nous, on est assez réactifs et on les accompagne et on les soutient dans cette démarche-là aussi. Donc, c'est plusieurs choses, mais je pense que le plus important, c'est de mettre des intervenants en face d'eux qui les comprennent et qui savent d'où ils partent et d'où ils viennent, en fait. Je pense que c'est le plus important. Merci beaucoup. Donc, je vois qu'il est 18h15, donc c'est la fin de ce webinaire. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour partager des réflexions. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas une seule réponse. Donc, on va continuer ces webinaires pour vous aussi, la prochaine fois, vous donner la parole. Donc, je vous laisse vraiment nous écrire dans le chat s'il y a des sujets que vous voulez aborder la prochaine fois, si vous souhaitez vous partager votre expérience. Et la prochaine fois, évidemment, nous ouvrirons un format WAP. Donc, voilà, je reste avec nous et merci encore pour votre participation. Merci à tous et à toutes. Merci à tous, à toutes. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir.